RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde. Mesdames et messieurs, bonsoir et voici Mise au point, votre magazine sociopolitique dans une nouvelle livraison. Mise au point, cette tranche qui vous met au cœur des questions d'actualité avec des analyses ô combien profondes, en tout cas avec des invités de qualité. Nous allons parler aujourd'hui des deux sujets d'actualité. Le premier, le dialogue entre Congolais en cette période de guerre. En tout cas, on en parle, ça fait débat. Est-ce opportun ou inopportun? Nous en parlons dans cette émission. Également, le débat autour de la révision ou de la modification de notre constitution qui date de 2006. Est-ce que cette constitution fâche aujourd'hui? Ce sont des questions. En tout cas, nous en parlons au cours de cette émission et nous recevons pour vous sur ce plateau un invité. Il s'agit de M. Dieudonné Nkichi. Il est le président national du parti politique Congo Positif, un parti qui a fait en tout cas un parcours, puisque je sais que vous connaissez ce que c'est que ce parti Congo Positif. Bonsoir, M. Dieudonné. Bonsoir, M. Jacques. Merci une fois de plus de vous retrouver sur ce plateau de mise au point, après beaucoup de temps. Hein. C'est un plaisir immense pour moi de me retrouver ici après d'aussi longues journées, après un moment aussi long. Je me sens très bien de me retrouver sur votre plateau. Et je vous remercie encore une fois de m'avoir invité. Merci. Alors, je l'annonçais tantôt, l'idée d'un dialogue ou la nécessité d'un dialogue entre Congolais en cette période où le pays est agressé par le Rwanda via le M23. On en parle, Martin Fayulu a lancé l'idée et il y a certains partis politiques, même de l'Union Sacrée, qui ont également mordu à la part, à l'hameçon. Je parle du parti Orange qui a commencé les consultations. Alors, le point de vue du Congo Positif. Bon, je pense que si vous suivez bien l'actualité des Congo Positifs, vous vous rendrez compte que le 31 juillet, nous avions publié un communiqué qui appelait au dialogue. Donc, bien avant le président Martin Fayulu, bien avant tout ce que vous citez, je pense que Congo Positif est parmi le premier à avoir appelé à un dialogue. D'ailleurs, on ne l'a pas fait une seule fois, au 30 juin d'ailleurs aussi, le jour de l'indépendance de notre pays. Congo Positif avait encore lancé un appel au dialogue sur des questions importantes qui concernent notre pays. Donc, nous sommes d'avis qu'un peuple comme nous sommes d'avis qu'un pays comme le nôtre, confronté à autant de défis, notamment la guerre, doit constamment rappeler ses enfants pour discuter, pour échanger, pour dialoguer et chercher des voies qui permettraient de mettre fin justement à l'agression de notre pays par le Rwanda, à l'agression de notre pays par bien d'autres pays au-delà du Rwanda. Alors, Congo Positif se veut, en fait ça c'est moi qui le dis, les précurseurs dans cette idée de dialogue en ce moment précis. Et qui doivent dialoguer et autour de quoi exactement? Voilà. Maintenant, l'idée du dialogue, c'est une bonne idée. Seulement, c'est la matière qui divise l'opinion en ce moment. Nous, des Congo Positifs, nous ne revendiquons pas le fait que nous ayons été le premier à appeler au dialogue. Mais le dialogue s'impose par rapport à la situation qui prévaut dans notre pays. Il y a nécessité que les enfants de ce pays se retrouvent. Pourquoi devrions-nous nous retrouver en tant qu'enfants de ce pays pour dialoguer? C'est simplement parce que les questions qui sont aujourd'hui, qui assiègent notre pays, notamment les questions de sécurité, ne sont plus, à notre avis, des questions gouvernementales. C'est devenu des questions nationales. Ça veut dire que ça concerne l'ensemble du pays. Ce n'est plus, notamment la question de l'Est, ce n'est plus une question qu'il faut seulement aborder sous l'angle politique, l'angle diplomatique et l'angle militaire. Aujourd'hui, il y a nécessité de comprendre que
ces angles-là ont leurs limites. Pourquoi elles ont leurs limites? C'est parce que c'est depuis 30 ans. Souvenons-nous que c'est depuis 94 que le pays est en guerre. Et donc, si le pays est en guerre depuis 94, aujourd'hui ça fait 30 ans que nous ne sortons pas de cette guerre. Donc, toutes les solutions politiques, diplomatiques et militaires n'ont pas donné de bons résultats. Qui ont été essayées semblent n'avoir pas donné. Donc, il y a nécessité de se remettre en cause pour dire, mais on a essayé ça. Les militaires, l'affaire même de l'Est, je peux même peut-être vous choquer en vous disant que ce n'est même pas une question militaire. Ce n'est même pas avant tout une question militaire, c'est d'abord et avant tout une question nationale. Donc quand je dis question nationale, ça veut dire qu'il faut sortir du compartiment militaire. Il faut sortir du carcan diplomatique. Il faut sortir, donc pour dire aussi que ce n'est pas une question diplomatique. Ce n'est plus une question seulement diplomatique, seulement politique, seulement militaire. C'est une question qui est allée au-delà. Donc si c'est allé au-delà, vous comprenez notre position, vous comprenez la position qui est la nôtre, celle de dire que cette question n'est plus une question gouvernementale. Ça veut dire qu'il n'y a plus que les gouvernements qui soient appelés à chercher des solutions par rapport à la question de l'Est. Si le gouvernement n'est plus les seuls à chercher des solutions, ça veut dire nous tous, nous avons des idées, nous tous, nous pouvons avoir des idées qui peuvent contribuer à mettre fin à cette question. Alors, on va d'abord prendre le point de vue du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, qui a été interrogé justement par rapport à la nécessité de ce dialogue en ce moment. Voilà ce que le chef de l'État a dit. Nous allons suivre et puis revenir pour continuer notre échange. Je ne suis pas à l'origine d'une telle initiative, car pour moi, le pays n'est pas en crise politique pour chercher à tenir encore des dialogues qui vont aboutir sur des arrangements, qui vont encore mettre le pays entre parenthèses. Nous ne voyons vraiment pas ni la nécessité ni l'urgence, mais moi, comme toujours, et avec tous mes compatriotes, j'ai toujours eu les bras tendus, les bras ouverts, pour parler avec quiconque le voudrait. Donc ici, je voudrais vous informer que ce débat ne concerne ni ma personne, ni la famille politique qui est la nôtre. Donc il n'y a pas une telle initiative qui soit en chantier quelque part. Donc ceux qui parlent du dialogue, bon, ils parlent peut-être de leur volonté à vouloir parler avec nous. Et là, je le dis, la disponibilité est là. Tout compatriote congolais a droit au débat, a droit au chapitre, a droit au dialogue avec même le chef de l'État s'il le désire. Mais évidemment, en tenant compte du respect de nos lois, du respect de la bienséance et ne pas venir avec des menaces ou des vociférations pensant... Voilà, vous avez suivi le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, qui parle un peu de ce dialogue. L'initiative ne vient pas de lui, moins encore de sa famille politique, mais il dit qu'il a toujours tendu la main à tous les Congolais qui veulent prendre langue avec lui dans un autre cadre. Alors, avec quelques bémols, vous savez, M. Dieudonné Kishi, que le dialogue chez nous, quand on parle de dialogue, c'est-à-dire ça doit aboutir au partage du pouvoir. On doit refondre le gouvernement, mettre en place un nouveau gouvernement, et cela, c'est qui cause comme quelques couacs par rapport à l'idée du dialogue. Qu'est-ce que vous en dites? Voilà pourquoi je vous ai dit tout à l'heure que la matière du dialogue divise. Aujourd'hui, si les dialogues que les uns et les autres réclament, c'est un dialogue basé sur la politique, ça veut dire aller jusqu'au partage des responsabilités, partage du pouvoir. Ce dialogue-là n'est pas nécessaire, ce dialogue-là n'est pas utile, ce dialogue-là n'est pas opportun aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le peuple congolais est allé aux élections. Le peuple congolais a choisi ses dirigeants pour les 5 années de 2023 à 2028. Et donc, il ne faut pas chercher à court-circuiter le peuple congolais en créant un dialogue qui prendrait des décisions contraires
à celle que le peuple congolais a prise en plaçant les dirigeants qui sont là au pouvoir. Donc, vous comprenez que ces dialogues-là, personne ne peut les supporter, personne ne peut l'accepter, pour autant que le peuple s'est déjà prononcé. Et nous devons cesser dans ce pays de chercher toujours à court-circuiter les peuples. Ça a été fait vers les années 2016, 2017, 2018. Souvenez-vous des différents dialogues qui ont créé même l'accord de Saint-Sylvestre. Tout ça, c'était une façon de court-circuiter la souveraineté du peuple congolais. Et vous avez vu que c'est des choses qui ne sont pas allées très loin. Donc, ça ne sert à rien de faire ça, de répéter la même chose. Aujourd'hui, les dialogues dont les Congolais ont besoin, c'est les dialogues où on verrait tous les enfants de ce pays, tous les responsables politiques, tous les responsables religieux, tous les responsables scientifiques, tous les responsables du monde des affaires, se mettre autour d'une table pour réfléchir sur la question de la sécurité ou de la sécurisation de notre pays et de son peuple. Ça, c'est une question essentielle. Pour moi, une autre question, peut-être nous en parlerons, je suis heureux que vous l'ayez annoncé dans votre émission ici. Une autre question, à mon sens, qui peut faire que nous puissions nous réunir, c'est la question constitutionnelle. On en parle tout à l'heure, Mais au niveau d'abord, au niveau du dialogue. Monsieur Kishi, rappelez-vous que la RDC a son histoire. La RDC avance toujours par des dialogues. Il y a la table ronde de 1960, souvenez-vous, la table ronde économique de 1961 avec l'ONUC, il y a la conférence nationale souveraine, je cite quelques-uns, quelques cas seulement, et la conférence nationale souveraine, il y a également les dialogues intercongolais de Sun City, les conclaves politiques avec Mobutu, concertation nationale vers 2013 et 2012 avec Joseph Kabila, dialogue là, de la Cité de l'Union africaine avec Edem Kodjo, vous avez parlé du dialogue du centre interdiocésain avec l'accord de la Saint-Sylvestre. Donc, si on doit se référer un peu au parcours de la RDC, on avance avec des dialogues. Alors, non, un dialogue de plus, on ne peut pas dire ça. Un dialogue de plus, ça fait pas mal en principe, en ce moment où le pays est agressé. Non, on ne peut pas... Même si on doit évoquer la question du partage de pouvoir, à mon sens. Non, je pense qu'aujourd'hui, après l'alternance, la toute première alternance, je comprendrais que tous ces dialogues aient été tenus en cas de crise, parce qu'il y a eu des crises. Tous ces dialogues-là, c'était des résultantes de crises. Mais depuis 2018-2019, notre pays a fait un bond en avant, un pas en avant sur un autre schéma, les schémas qui nous écartent, qui mettent de côté ces genres d'initiatives, dit dialogue. Donc on crée une situation, on crée une tension pour récupérer le pouvoir. Ça, c'est pas bon, c'est pas juste et c'est un peu comme... Mais il y a un problème de fond, monsieur Dieudonné, vous l'avez évoqué. Le pays est en guerre et ce qui est à la base de cette guerre, il y a des mécontents. Il y a des frustrations au niveau de la population. Il y en a qui prennent les armes contre leur propre pays puisqu'ils ne se retrouvent pas dans un cadre comme dans un autre. Est-ce qu'on ne peut pas se regarder en face pour traiter de ce problème-là autour d'une table? Est-ce que nous sommes l'arbre à palabre en Afrique? Voilà pourquoi je dis, si la raison du dialogue est de nous réunir pour chercher les voies et moyens de sécuriser notre pays, d'apporter nos idées à ceux à qui les Congolais ont donné le pouvoir de diriger ce pays pendant 5 ans. Si c'est cela, il n'y a aucun mal. Mais si c'est des choses qu'on orchestre à gauche, à droite, pour court-circuiter la volonté du peuple, afin de se partager des responsabilités, passez votre micro-baladeur dans la cité ici, vous verrez qu'il n'y aura aucun Congolais qui va soutenir un dialogue qui irait dans le sens d'aboutir, excusez-moi, au partage des responsabilités. Il n'y a pas un seul Congolais qui peut encore accepter ça parce que justement tout ce que vous citez là, toutes ces occasions qui ont abouti à des dialogues, c'était des moments de crise. Mais aujourd'hui, avec l'alternance qui a eu lieu, c'est là on a mis fin à tout ça. Martin Fayulu persiste. Il faut qu'il y ait un dialogue maintenant pour résoudre le problème actuel. Oui. Il a encore dit hier.
Le problème avec le président Martin Fayulu, c'est qu'il ne donne pas la matière sur... Et c'est ce qui fait, Sur- c'est ce qui fait peur dans le camp adverse, c'est ça. Non, quand C'est vous... ce qui fait qu'on n'accepte pas l'idée du dialogue, Non, puisque ça vient de Martin Fayulu. Non, pas C'est nécessairement. pas ça le problème. C'est pas ça le Il problème. faut déjà saluer le fait que quelqu'un de l'opposition, un opposant aussi farouche, puisse être celui qui lance l'idée du dialogue. Alors C'est- pourquoi c'est ne pas déjà saisir très la bon. balle au bon? Mais pour saisir la balle au bon, il faut que lui-même aille avec son idée jusqu'au bout, en disant, si nous devons nous réunir, c'est sur quelle matière? Mais si c'est sur des matières qui aboutiraient au partage du pouvoir, je vous dis, les Congolais ont déjà partagé le pouvoir. L'alternance politique a déjà eu lieu. 5 ans, ce n'est pas beaucoup. Mais si c'est pour apporter des idées à ceux qui dirigent, si nous comprenons que non, dans cette matière, ils sont bloqués. Il y a des failles. Quoi de plus normal qu'on se réunisse pour leur dire, par exemple, que cette guerre, ce n'est pas une guerre militaire. Cette guerre, ce n'est pas une guerre politique. Cette guerre, ce n'est pas une guerre diplomatique. C'est une guerre scientifique. C'est une guerre d'intelligence, en fait. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait quand on vous oppose une guerre d'intelligence? Parce que regardez, à l'est de notre pays, le Rwanda dont on parle, ça fait 30 ans qu'il est dans cette activité. Donc, c'est pour dire que, et même lorsque le Rwanda est sur notre territoire, comme ils font là, ce n'est jamais avec les armes sophistiquées. Vous n'avez pas vu le Rwanda engager des batailles comme ça, redoutables, avec des armes sophistiquées, tout ça. Non, juste avec la tête. Juste avec la tête. Mais dernièrement, ils ont utilisé des armes de dernier cri, là. Ça vient en appui. Ça vient en appui. Ça fait 30 ans que le Rwanda est en affrontation avec le Congo, sans engager toujours les armes, mais souvent engageant la tête. Et donc oui, avec la complicité de certains Congolais, n'est-ce pas? Avec la... Mais Alors ça- pourquoi ça- ne pas prendre ces Congolais-là qui vont donner de leur intelligence au Rwanda et se retrouver autour d'une table pour y mettre fin une fois pour toutes? S'ils sont arrivés à mettre la main sur certains Congolais qui les ont appuyés, ça veut dire que leurs laboratoires ont réfléchi. Ils ont trouvé que pour arriver à tel résultat, il faut piocher chez les Congolais. La tête a fonctionné pour ça. Je veux que les Congolais comprennent que la guerre qu'on nous mène aujourd'hui est plus une guerre d'intelligence que toute autre chose. Merci, mesdames et messieurs. Nous poursuivons notre tranche mise au point. On va donc aborder le deuxième sujet en rapport avec la Constitution, et le changement ou la modification de la Constitution. Là également, ça fait vraiment un débat. Vous avez suivi en tout cas. Et nous avons la chance d'avoir sur ce plateau quelqu'un, un président d'un parti politique, qui avait déjà réfléchi avant par rapport à cette idée. Alors, Dieudonné Nkichi, que reproche-t-on à l'actuelle constitution, donc, qui avait été votée par référendum depuis le 18 février 2006? Bon, beaucoup de gens qui parlent de la Constitution veulent que lorsqu'on veut expliquer pourquoi on doit changer la Constitution, ils veulent qu'on puise les articles qui ne marchent pas, des articles qui posent problème. Or, le problème du changement de cette Constitution est d'abord lié à des sujets qui n'ont rien à voir avec les articles d'abord. D'abord, je dis bien d'abord. Si je dis d'abord, ça veut dire qu'il y aura ensuite. Ensuite, on pourrait voir, si on a regardé ce qu'il y a en dehors de la Constitution, n'est-ce pas? Mais qui est lié à la Constitution. Après, on pourrait voir les articles. Oui, allons-y d'abord Alors, au niveau de ce qui est en dehors de la En Constitution. dehors, il y a d'abord l'objet. Vous savez que toute loi, toute constitution a un objet. L'objet de cette constitution, c'était quoi? L'alternance, la bonne gouvernance, l'état des droits. Il y a cette valeur que cette constitution professe. État de droit, pas de conflit entre institutions. Voilà. La bonne gouvernance. La bonne gouvernance, voilà. l'état des droits, toutes ces choses-là. Il y a cette valeur que cette constitution est en train de professer. Lorsque vous regardez cet objet-là, vous allez vous rendre compte que d'une manière ou d'une autre, c'est fait. Pas très bien, mais au moins, les principes sont là.
Si bien qu'aujourd'hui, on ne peut plus se limiter à dire, à avoir seulement une constitution où on dit, on doit seulement, ça doit rester ça l'objet de cette constitution. Aujourd'hui, par exemple, vous avez sous la main, nous les Congolais, nous avons sous la main plus ou moins 20 millions de morts. C'est plus qu'un génocide qui a été pratiqué sur les Congolais. Mais c'est une notion qu'il faut mettre dans la Constitution. Parce que si nous mettons la notion dans l'objet de la nouvelle Constitution, si nous y mettons la notion de génocide pour que ça ne puisse plus jamais se répéter, qu'est-ce qui va se passer? C'est que les pouvoirs, la manière d'imaginer des pouvoirs des dirigeants va changer. Or, dans cette constitution, la manière d'imaginer des pouvoirs a été faite de sorte qu'il n'y ait personne qui a le pouvoir pour arrêter la guerre. C'est comme ça que vous voyez les balades. Tout le temps, il faut aller à l'Assemblée nationale. Même lorsque l'ennemi, l'agresseur est sur votre territoire ici, comme maintenant, vous avez le Rwanda qui est sur le territoire congolais, à qui les États-Unis demandent de retirer ses militaires, ses troupes sur le territoire congolais. Le Rwanda en train de lancer des bombes dans des camps. Des déplacés. Des déplacés. Même dans ces cas-là, le président, votre président de la République, doit... Que nous avons élu. Que nous avons élu. La Constitution l'oblige de réunir les congrès. Voici un papa dont les gens sont entrés dans la maison, en train de taper, de violer les enfants, de saccager la maison. Il doit d'abord aller poser la question aux oncles. C'est ça la Constitution. Imaginez maintenant qui s'est posé la question dans ce pays, dans ces circonstances-là. Si demain il s'est fait que le président de la République n'a même pas une majorité à l'Assemblée nationale, ça veut dire que le président ne déclarera jamais la guerre. Vous voyez, ces choses-là, ce sont des choses qui sont dans notre constitution, qui ont été imaginées. Cette constitution, en termes d'esprit, ça a été imaginé de sorte conçu à l'époque de 1+4. De sorte que personne ne... Sachant que le pays sera toujours en guerre, le pays sera toujours provoqué, on a fait des choses en sorte qu'il n'y ait personne qui ait le pouvoir direct de réagir. Vous voyez? Et ça, j'imagine que si... Et quand je dis qu'on doit intégrer la notion du génocide congolais, parce que nous célébrons le Génocauste. Donc, si je dis que dans l'objet déjà, nous devons mettre la notion de génocide, d'abord, ce n'est pas une originalité parce que Israël aujourd'hui, que vous voyez là en train de se défendre là, c'est parce qu'ils ont compris ça. Et aujourd'hui, il faut en sorte qu'il n'y ait plus jamais un juif à travers le monde qu'on peut tuer de la manière qu'on les a tués il y a quelques siècles, quelques années. Et c'est la même théorie que le Rwanda a utilisée. Lisez la constitution du Rwanda, vous allez vous rendre compte que la première phrase dans leur constitution de 2003, même dans leur constitution de 2015, la première phrase, c'est le génocide, pour faire que ça ne puisse plus jamais se répéter. Mais chez nous, c'est l'état de droit, c'est faire qu'il n'y ait pas de conflit entre les institutions. Alors, voilà. Je vous ai bien compris. Donc, selon vous, à l'heure actuelle, on ne peut même pas parler de la modification de la Constitution, mais du changement de la Constitution. Il faut changer de Constitution. Pourquoi il faut changer de Constitution? Justement parce que la réalité que nous avons quand même 20 millions de morts sous la main. Si nous, on ne défend pas, si nous, on ne se donne pas le pouvoir de nous donner une constitution où les dirigeants ont le pouvoir de défendre ce pays. Mais demain, on sera à 40 millions de morts. Alors, M. Dieudonné, comment est-ce qu'on va changer cette constitution dès lors qu'il y a des dispositions intangibles, vous le savez? Non. Comment y arriver? C'est très bien. Si nous disons qu'on va changer, ça veut dire qu'on ignore celle qui est là. On ignore. Mais ça sera un coup d'État constitutionnel aussi? Non, ça ne sera pas. Un peuple peut s'autodéterminer en matière constitutionnelle. Un peuple. À travers le référendum? Oui, à travers le référendum. Ou à la demande du chef de l'État? Nous, Congo Positif, nous disons que le président de la République
prend l'initiative de faire modifier la Constitution, il met en place l'équipe, donc la constituante, et après, il fait valider ça par le peuple à travers un référendum populaire. Je m'en vais vous lire un article de l'actuelle Constitution, 219. Aucune révision ne peut intervenir pendant l'état de guerre, l'état d'urgence ou l'état de siège, ni pendant l'intérim à la présidence de la République, ni lorsque l'Assemblée nationale ou le Sénat ne peuvent pas se réunir librement. Je prends rien que cet aspect. Nous sommes pendant l'état de siège. En principe, c'est une matière dont on ne peut même pas faire allusion, monsieur Delesquiché. Oui, bien vous dites bien, aucune révision. Mais un changement est possible. Si on ne peut pas faire ça, c'est parce que vous voulez vous fier au fait que cette constitution... Ça, c'est la logique de Congo positif. Non, mais d'autres acteurs politiques, M. Delesquiché, aujourd'hui, ils parlent de la modification de la constitution, notamment en visant, j'ai suivi les articles dits verrouillés en ce qui concerne le mandat du chef de l'État, le nombre de mandats et puis la durée du mandat. Vous avez suivi, il y en a qui ont parlé de 5, c'est déjà peu. Je crois que vous l'avez, le secrétaire général de l'UDPS l'a dit, 5 ans c'est peu, c'est en réalité le président n'a que 3 ans. Donc il faut penser à aller au-delà de 5. C'est là où le bas blesse. Bon, c'est pourquoi nous disons ceci, nous de Congo Positif. Nous qui avons provoqué ces débats depuis 2012 dans ce pays, nous disons ceci. Ce que nous devons faire pour sauver notre pays, c'est changer de constitution. Ça veut dire on prend celle qui est là, on la met de côté, on écrit une nouvelle constitution. Lorsque nous écrivons une nouvelle constitution, nous la faisons valider auprès du peuple souverain de la République démocratique. Donc à ce moment-là, ce n'est plus une question des politiques, mais des techniciens. C'est pour cela que nous disons, l'initiative même de rédaction de la nouvelle constitution, on ne doit pas la laisser aux politiciens. Sinon, nous allons tomber dans les pièges de la fois passée. La fois passée, qui ont rédigé la constitution? Ce sont les politiciens. La fois passée, qui ont rédigé la constitution? Ce sont les étrangers. Sur 21 personnes qui ont rédigé effectivement la constitution, vous avez 18 étrangers. Des Belges, des Suisses, 8 Belges, des Suisses, des Sénégalais, des Ivoiriens, des Turcs, des Français, ainsi de suite. Seulement 3 Congolais. Toutes les autres nationalités étrangères, ce sont eux qui ont écrit la constitution dont on a dit qu'elle était passée au référendum. Un référendum où personne n'a lu cette constitution avant de la voter. C'était la nouveauté aussi. Hein. Oui, voilà. En 2006, c'était la nouveauté. Voilà, c'était la nouveauté. Une constitution qui devrait passer par le référendum. Mais il y avait un homme dans ce pays, Dr Etienne Tshisekedi, Ouamoulumba, qui nous avait dit ne votez pas cette constitution. Les raisons pour lesquelles il nous avait dit de ne pas voter cette constitution, elles n'ont pas changé. Elles n'ont pas changé, ces raisons-là. Elles n'ont pas changé. Seulement, les gens ne veulent pas questionner l'histoire et les gens ne veulent pas les questionner pour savoir pourquoi il avait dit. Parce que les enregistrements existent. Il a donné des raisons pour lesquelles. Donc, toutes ces raisons-là réunies nous font dire qu'il nous faut une nouvelle constitution. Mais nous disons ceci. Il y a un consensus sur le nombre et la durée du mandat du chef de l'État. Ça, c'est une matière qui peut énerver les Congolais si on veut faire autre chose aujourd'hui. Apparemment, aujourd'hui, toutes les initiatives des politiciens pour la modification de la Constitution, ça vise seulement ces dispositions. Mais voilà pourquoi il y a déjà des voix de l'opposition qui se lèvent pour dire non. L'opposition, si elle veut jouer un rôle, ce n'est pas de dire non dans cette matière, parce qu'on doit se rendre compte que les changements de constitution vont intervenir de manière irréversible. Maintenant, il faut encadrer. Comment vous le dites avec beaucoup d'assurance? Je le dis avec assurance parce que cette constitution a montré ses limites. Aujourd'hui, et que l'union sacrée est déterminée, coûte que coûte, non, à exercer aussi son en fait, le putsch constitutionnel. Je peux vous dire que ce n'est même pas une affaire de l'union sacrée. Avant l'union sacrée, il y a eu le FCC qui avait appelé à la modification de la constitution. La rue. Donc l'UDPS à l'époque qui était à l'opposition a refusé. Il y a eu mort d'homme et puis il n'y a pas eu modification de la constitution. Voilà. Et aujourd'hui c'est l'UDPS qui est au pouvoir et qui demande
ce qu'elle avait refusé hier. Voilà, mais personne ne se pose la question, mais pourquoi ces revirements? C'est parce que l'opposition qui est arrivée au pouvoir est face aux réalités. Ils se rendent compte de ce que le FCC s'était rendu compte. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les forces significatives de ce pays, que ce soit le FCC, l'Union sacrée, ils se sont déjà prononcés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le processus du changement de constitution ne dépend plus des prises de position. C'est une nécessité et c'est une obligation, ça va arriver. Ça ne va pas arriver parce que moi je l'ai dit, ça va arriver parce que ça s'impose à nous tous d'avoir une nouvelle constitution. Alors maintenant, qu'est-ce que l'opposition devrait faire? C'est chercher à encadrer le processus. C'est pourquoi nous disons... Comment cela? Qu'on donne la rédaction de la constitution aux confessions religieuses. Qu'on associe la FEC, qu'on associe les universités. Comme ça, nous aurons une constitution équilibrée. Une constitution où le nombre de mandats et la durée du mandat du chef de l'État ne sera pas touchée parce que jusqu'ici, ça fait l'objet des notions auxquelles le peuple tient beaucoup. Alors, y toucher, ça va créer des problèmes. Donc, pour qu'on n'y touche pas, mais il faut que les gens jouent leur rôle, qu'on travaille à donner la rédaction de cette constitution aux confessions religieuses, à la FEC, à l'intersyndicale, aux associations significatives des femmes, à l'université. Et vous verrez que nous aurons alors une constitution du pays et non une constitution des politiciens. Article 220, la forme républicaine de l'État, le principe du suffrage universel, la forme représentative du gouvernement, le nombre et la durée des mandats du président de la République, l'indépendance du pouvoir judiciaire, le pluralisme politique et syndical ne peuvent faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle. Est formellement interdite toute révision constitutionnelle ayant pour objet ou pour effet de réduire les droits et libertés de la personne ou de réduire les prérogatives des provinces et des entités territoriales décentralisées. Donc ça, on peut considérer ça comme notre coffre-fort, c'est ça, non? Bien sûr, ces notions-là, la forme de l'État, républicaine du pays, tout ça, nous pouvons les prendre et les renvoyer dans la nouvelle constitution. Nous pouvons le faire, c'est faisable. Et faire passer le mandat de 5 à 7 ans ou bien faire comme le Rwanda, donc il est candidat peut-être à vie. Non. Autant de fois qu'on veut, on peut se représenter. Là maintenant, c'est pas une avancée aujourd'hui. Au lieu que ça soit un débat des politiciens, mieux vaut que ça soit les débats de ceux qui vont rédiger la Constitution, des personnes indépendantes qui vont juger les pour et les contre. Il est vrai que les chefs de l'État dans un pays comme le nôtre, c'est un bâtisseur. C'est différent d'un chef de l'État de France qui vient, qui trouve les routes, les hôpitaux, tout ça. Ça, c'est un fait. Quand vous êtes président de la République d'un pays comme le nôtre, votre travail en termes de construction du pays ou de reconstruction du pays est bien différent que le président d'un pays européen où on a déjà suffisamment d'infrastructures. Et donc, ça implique les temps. Mais est-ce que il appartient au président de la République de le décréter lui-même ou son camp de le dire? Je pense que ça devient un peu malsain. Mieux vaut laisser l'opinion nationale, comme j'ai dit, les confessions religieuses, les rédacteurs de la nouvelle constitution, apprécier cette question-là pour rester conforme. Parce que si ça vient de ceux-là, c'est différent que quand ça vient des acteurs politiques. Voilà, merci beaucoup Dieudonné Kishi, on a suivi vos réflexions. On va quand même finir, on nous dit qu'il ne reste plus que 5 minutes avant de boucler la boucle, comme on dit. Nous allons parler de Congo Positif pour finir votre parti politique. Quelle est sa santé aujourd'hui? Meilleure santé. Il est implanté partout à travers le pays ou, non, ça n'a jamais été... C'est un caractère provincial, c'est ça? Non, ça a un caractère national, mais en termes d'implantation, nous avons une méthode. Nous y allons progressivement. Nous y allons vraiment progressivement. Aujourd'hui, nous sommes dans 10 provinces sur 26. Nous sommes en train d'avancer. Nous n'avons même pas encore 10 ans de terrain.
Mais nous nous installons de manière responsable, de manière durable, de manière À remarquable. pas de tortue, Ouais, nous y allons. sans ambition aucune. Non, avec tout beaucoup ça, d'ambition, avec beaucoup d'ambition. ok. Mais aujourd'hui, notre parti s'est illustré dans les conseils, un peu comme nous les donnons aujourd'hui, pour dire à l'opposition. Qui vous écoute? Bon, au moins, c'est dit. Comme on dit chez nous, comme on dit au Kasaï central, Bouchal et Bouamba. Que c'est été dit. Nous le disons. On sait que nous sommes dans un pays où tout le monde parle et personne n'écoute. Nous sommes même devenus dans un pays où ceux qui devaient écouter se sont mis dans des positions de parler et ceux qui devaient parler se sont mis dans des positions d'écouter. Aujourd'hui, vous avez des professeurs qui ne disent plus rien, mais qui écoutent n'importe qui ici dans la cité, ici, qui passent dans des télévisions, sans matière, mais ils parlent, les professeurs écoutent. Et ça a ramené notre société là où nous sommes. Donc, il y a nécessité qu'on écoute ceux qui connaissent. Parce que je n'imagine pas que vous, monsieur Jacques, vous soyez parti dans un hôpital et que le médecin, je ne souhaite pas ça pour vous, les médecins vous disent que vous avez de la migraine et que vous puissiez commencer à discuter avec lui. Non, ça n'existe pas. Quand les gens qui ont étudié la Constitution vous disent que cette Constitution a des problèmes, pourquoi vous discutez avec eux? Ça ne devait même pas créer des discussions. Mais le pays est devenu comme ça. Donc nous qui passons le temps à étudier la Constitution depuis 2012, personne ne veut nous écouter. Voilà pourquoi nous donnons un petit conseil à l'opposition pour dire, Voilà. aujourd'hui, la question du changement de Constitution, elle est déjà passée dans l'opinion. Ça va arriver, mais cherchez à encadrer ça. En donnant, en confiant la rédaction de la nouvelle Constitution. Au lieu que ça se fasse comme la fois passée, ça a été, je l'ai dit ici, ça a été écrit, la Constitution du 18 février 2006 a été écrite par 18 étrangers. Avec une grande influence de Louis Michel de l'époque, le Belge. Voilà. Oui, Belge, j'allais dire. Vous n'avez pas voulu citer. Que ceux qui veulent connaître les noms aillent sur mon compte Twitter, qu'ils déroulent mon compte Twitter, ils verront les noms. Peut-être que ici, si vous voulez, je peux prendre le compte Twitter, je vais citer les noms. Ce n'est même pas moi qui l'ai dit. Je l'ai lu dans les livres du professeur Essambo. Je l'ai lu dans les livres du professeur Mampouya. Lui-même, le professeur Mampouya, repris par le professeur Njoli. Je l'ai lu dans les livres. Toutes ces trois personnalités sont vivantes. Ils ont publié les noms de ceux qui ont écrit. Alors votre vous verrez conclusion, que oui, là-dedans, un tout dernier il y a message. plus, Oui. plus d'étrangers que de... 3 Congolais seulement, ou maximum 6, sur 21. Pourquoi faire rédiger notre constitution par des étrangers? Pourquoi? Quel était le mobile? C'est la question. Et c'est tout ça qui nous fait dire que nous devons maintenant écrire une nouvelle constitution. Un peu comme l'a dit Lumumba lui-même. Lumumba l'a dit, l'histoire de ce pays sera écrite. Elle devra être écrite par les enfants de ce pays. Voilà. Dieudonné Kishi, président national de Congo Positif. En tout cas, c'est lui qui a été notre invité. Et nous avons abordé avec lui 2 questions d'actualité. L'opportunité ou l'inopportunité du dialogue annoncé ou voulu par certains hommes politiques. Nous avons également parlé de la modification ou du changement de la Constitution. En tout cas, vous avez suivi les arguments de Congo Positif. Merci à vous de nous avoir suivis, de nous avoir écoutés. On va se retrouver dans exactement une semaine avec un autre numéro de mise au point, toujours à votre service.